Salut Nicolas. Salut Michael. Alors aujourd'hui, pour notre conversation de français facile, on va parler de l'apprentissage de la langue française. Est-ce que tu penses que le français est une langue facile? Est-ce que tu penses que c'est facile d'apprendre le français? Alors je pense que ça dépend. Pour les latins, c'est une langue qui n'est pas compliquée. Donc pour les Italiens, les Roumains, les Portugais, Espagnols aussi, c'est une langue qui est assez plutôt proche, donc facile. Par contre, pour les gens plutôt d'Asie ou les Slaves, c'est différent. C'est beaucoup plus compliqué, même pour les gens d'Europe du Nord, Norvège, Suède, Finlande, le langage n'a rien à voir. Oui, c'est vrai que il y a aussi, parmi les langues latines, le français a une prononciation un peu différente, un peu, parfois peut-être un peu compliquée. Mais c'est vrai que quelqu'un qui parle espagnol ou italien, je crois qu'avec l'italien, il a plus de 90% de mots qui sont proches. Donc c'est une aide énorme. Énorme. Je pense qu'un espagnol peut en quelques mois comprendre beaucoup de choses en français, peut-être même regarder des films sans problème. Et il y a aussi la prononciation française. Est-ce que tu as noté des choses, des mots difficiles à prononcer pour les étrangers? Oui, je pense que les sons les plus difficiles à prononcer pour les étrangers sont le U et le R. Donc le R français, comme dans Ukraine, il est difficile. Et le U aussi, il n'est pas dans toutes les langues, donc la plupart des gens disent OU à la place de U. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et aussi en français, par exemple, j'ai remarqué que les Anglais américains prononcent la dernière lettre des mots. Et pourtant, en français, dans la plupart des mots, on ne prononce pas la dernière lettre. Comme Paris, on ne dit pas Paris, on dit Paris. Ouais. Et une autre chose, c'est qu'en français, on n'a pas le H. Comme on dit Hawaï, on ne dit pas Hawaï. Il y a ça. C'est vrai que j'ai aussi remarqué le R. Très compliqué le R pour certaines... des gens qui parlent d'autres langues, c'est parfois très compliqué de prononcer le R. Et je pense que ça demande un certain temps, une certaine pratique. Mais malgré cela, je pense que on comprend les gens qui essaient de parler français. Même si le R ou le E n'est pas parfait, c'est pas un gros problème. Ouais, c'est vrai. Et il y a aussi le genre féminin, masculin. Beaucoup de personnes ont du mal avec ça. Parce qu'il n'y a pas vraiment de logique derrière. Il y a une certaine logique, mais elle n'est pas évidente. Par exemple, une souris, donc la souris, le micro. Voilà. Ouais. Une souris, mais un rat. Voilà. Pas de logique vraiment. Ouais. Voilà, ça peut paraître, ça peut paraître très compliqué. Ouais. Il y a aussi la conjugaison qui peut paraître difficile. Mais je pense que dans d'autres langues, c'est encore plus compliqué, comme par exemple pour l'allemand ou les langues slaves. J'imagine que c'est encore plus compliqué que le français, donc on a quand même de la chance. Ouais. Et après, j'avais noté au niveau de l'orthographe, qui n'est vraiment pas logique. On n'écrit pas comme on parle, donc même pour moi, c'est encore compliqué. Ouais.
La plupart des Français font encore des erreurs d'orthographe. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut 2 P, 1 P? Ben, il y a souvent des... ouais. Sur une page, on peut être sûr qu'il y aura une faute d'orthographe, au moins, même pour ceux qui sont très bons en lettres, ça arrive très souvent. Voilà, c'est un aspect assez difficile, mais je pense que la plupart des gens qui nous écoutent sont intéressés pour voilà, apprendre le français pour pouvoir le parler. Oui. Et c'est quand même le plus important, pouvoir comprendre et s'exprimer. Ouais. Et donc toi, tu parles maintenant roumain et anglais. Donc Oui. pour l'anglais, comment tu as fait pour... parce que maintenant tu peux regarder des films, écouter des podcasts en anglais sans aucun problème. Donc comment tu as fait? Du coup, pour l'anglais, j'étais pas très bon à l'école. En anglais, j'avais la moyenne, c'est tout. Et ça m'a pas permis d'avoir un niveau suffisant pour comprendre les anglophones quand je suis sorti de l'école. Mais je suis allé en Australie travailler pendant 2 ans. D'accord. Et là-bas, ça m'a fait progresser. Même si au départ j'étais entouré de gens français, il y a une communauté française en Australie. Un des gros problèmes, ça, c'est quand on arrive dans un pays étranger, on a tendance à se rapprocher des gens qu'on connaît, des gens qui parlent notre langue, et après, ça nous ralentit dans notre apprentissage de la langue. Ouais, c'est réconfortant, mais ça ne permet pas de progresser très vite. Et du coup, j'ai vraiment commencé à progresser en anglais quand je suis allé sur un bateau de pêche en Australie, où là j'étais le seul français, et j'ai passé la première année 4 mois en mer et la deuxième année 6 mois en mer. Donc pendant 10 mois, j'ai seulement entendu de l'anglais et surtout des ordres en anglais. D'accord. Donc il faut se comprendre et faire quelque chose derrière, sinon le capitaine il est pas commode et il s'énerve tout de suite. Et tout l'équipage était australien ou il y avait aussi des étrangers? Non, il y avait un Allemand qui parlait aussi anglais très bien. D'ailleurs, les Allemands parlent souvent très bien anglais. Ils sont un peu meilleurs que nous, j'ai l'impression, mais leur langue est peut-être un peu plus proche. Mais l'erreur, ouais, je pense qu'ils sont bien meilleurs que les Français. Si je me rappelle bien, depuis le collège, on fait 2 à 3 heures d'anglais par semaine. Depuis l'école primaire, collège, lycée. Donc, tout ajouté, ça fait des centaines, voire des milliers d'heures. Mais pareil pour moi, à 21 ans, je suis allé en Australie. Et quand je suis arrivé, je comprenais rien du tout. Je comprenais vraiment rien. Et ça m'a pris du temps pour... en fait, j'ai dû presque apprendre de zéro. Ouais. Parce que bien sûr, il y a l'accent australien. Mais même le vocabulaire qu'on a appris à l'école, il n'était pas vraiment utile pour pouvoir s'exprimer. Donc ça a pris vraiment du temps. Et bien sûr, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de parler avec les gens. Dès que je suis arrivé, j'étais avec quelques Français, mais aussi beaucoup d'autres étrangers qui venaient pour travailler. Et ensuite, ce qui m'a encore plus aidé, c'est de regarder des séries sur mon ordinateur. Parce que j'ai un ami à moi qui, lui, avait le même niveau que moi. Et pendant 2-3 mois, il s'est mis à regarder des séries télévisées. Et son anglais a progressé de façon exponentielle. Et je me rendais compte que lui regardait des choses que moi je ne comprenais pas. Et je me suis dit, ok, j'ai compris.
il a regardé des séries, je vais faire pareil. Et là, j'ai constaté que mon anglais s'améliorait très rapidement. Oui. Et après, tu t'es mis à apprendre d'autres langues, je crois. Après, je suis parti à Taïwan. J'ai essayé d'apprendre le chinois pendant 3 mois. Je suis allé à l'université. Bien sûr, j'ai progressé, mais il m'aurait fallu beaucoup plus de temps pour vraiment pouvoir parler. Donc, c'est quelque chose que je pense continuer un jour, progresser en chinois. Mais bon, pour l'instant, je fais une pause et j'essaie de me concentrer sur le japonais, qui est une langue qui m'intéresse beaucoup. Et toi, tu parles couramment roumain. Oui, roumain, parce que je suis resté environ, je suis allé plusieurs fois en Roumanie et assez longtemps pour pouvoir parler roumain. Donc aujourd'hui, même si je ne pratique plus, quand je rencontre quelqu'un de Roumanie, ça revient très vite. D'accord, donc c'est déjà dans ton cerveau et tu peux Ouais, réactiver. voilà, c'est inscrit. D'accord, d'accord. Et comment tu as fait pour apprendre le roumain? Parce que c'est une langue qu'on n'apprend pas à l'école. Donc tu es arrivé en Roumanie avec zéro connaissance. J'avais acheté un petit livre d'une marque connue à 6000. Et puis j'ai commencé à lire ce livre et puis à essayer de prononcer correctement parce que les R ne sont pas la même chose. Le U c'est pareil, il n'y en a plus. Enfin c'est où. Et puis j'ai ensuite atterri dans un monastère. Et je suis resté là-bas 6 mois et donc bon, surtout pour travailler, je coupais du bois. Après on remplissait des camions de bois et on allait livrer le bois aux gens pour l'hiver pour qu'ils puissent se chauffer. Et dans ce monastère, il y avait beaucoup d'enfants. Et j'étais tout le temps en train de jouer avec ces enfants et j'ai appris grâce à eux un peu le langage roumain parce que ils utilisent un langage assez simple, même si au départ c'était très difficile pour moi. D'accord. Et comment tu as atterri en Roumanie? Est-ce que tu peux nous raconter ça? Ah ouais, alors c'est une drôle d'histoire. C'est que j'ai été longtemps à l'école, trop longtemps à mon goût, pour faire des études. Et puis quand j'ai terminé mes études, j'en avais marre de rester assis sur une chaise. Donc je voulais voir autre chose et j'ai pris un sac à dos avec tout le matériel pour pouvoir dormir à l'extérieur et j'ai commencé à marcher et donc j'ai marché en direction de la Roumanie parce que c'est le pays d'Europe le plus à l'est, donc on peut rester plus de 90 jours sans visa. D'accord. Tu voulais aller en fait le plus à l'est possible, Ouais, à pied. voilà. Et j'étais intéressé par les Carpates, cette chaîne de montagnes que j'avais envie de découvrir. Et donc j'ai marché tous les jours pendant 2 mois et demi jusqu'à Sarajevo. Finalement, je me suis arrêté à Sarajevo en Bosnie parce que j'ai vu un accident de la route grave. Et j'ai après ça décidé de terminer en train. De prendre le train, ouais. Et tu as eu trop peur? J'avais plus le moral à marcher. Parce que moi, j'ai rien eu pour moi, pas d'accident. Mais la personne était endommagée. Du coup, c'était en plus la période de Noël. Donc ça m'avait contrarié. Je voulais plus marcher. Et tu as traversé quel pays pour arriver en Roumanie? Alors j'ai traversé l'Italie. Bon,
Déjà, je suis parti de mon petit village, La Salvetat-sur-Agout, qui est très loin de la frontière. Hmm. Alors, seulement pour sortir de la France à pied, c'était fatigant. Tu as traversé, tu es passé par, tu as longé la Méditerranée, c'est ça? Ouais, je suis allé vers Montpellier, puis j'ai marché au-dessus de Marseille, et puis ensuite j'ai rattrapé la côte. Je suis passé en Italie vers San Marco. Est-ce que San tu es Marco, passé à Monaco? Je suis passé à Monaco et Monte-Carlo, ouais. C'était joli? C'est joli, ouais. C'est bondé de monde. Hmm. C'est pas les endroits que j'ai préférés sur mon chemin. Donc ensuite, en Italie, je me rappelle, bon, ça fait déjà plus de 10 ans, donc Hmm. je ne me rappelle pas de tout ce que j'ai vu, mais je me rappelle être allé au lac de Garde, avoir traversé la ville de Crémone, et puis après je suis rentré en Slovénie. Il y avait ce très beau château en hauteur, Socerb, où on Hmm. voit trois pays en même temps, il me semble. On peut voir l'Italie, être en Slovénie et voir aussi déjà un morceau de Croatie. C'est le château où il y a la grande falaise, Oui, c'est ça? oui. Hmm. Un très bel Et puis, endroit. ouais. Et ensuite, la Croatie. Donc, pour moi, c'est l'endroit que j'ai préféré. La côte croate, j'ai pu longer la mer de ce côté-là. Et je suis descendu quasiment un peu avant Zadar. J'ai tourné un peu avant Zadar. Il y a cette ville Split. Et, et puis ensuite, je suis rentré donc en Bosnie, si je ne me trompe pas. Ouais, ça doit être ça. D'accord. Et j'ai marché jusqu'à Sarajevo. Voilà. D'accord, c'est un sacré voyage. Donc 2 mois et demi de marche tout seul. Ouais, voilà. Et puis je suis parti le 10 octobre, je m'en rappelle encore. Et j'ai donc marché tout l'hiver jusqu'au quasiment au 25 décembre. Donc je dormais dans une tente sur la neige et il faisait très froid, surtout en Bosnie, Hmm. parce qu'il y a des hauts plateaux à 1000 mètres d'altitude. Donc avec le vent, il faisait des fois moins 20 degrés et ça complique les choses. Et tu mangeais comment? Je mangeais des œufs crus, c'est un Hmm. peu dégoûtant. Pour les protéines, c'était comme ça. Délicieux. Ensuite, ensuite, j'ai mangé beaucoup de pain, de fromage et du miel. Hmm. Voilà. Et ouais, Il y a du bon ça, miel en Croatie. Je me rappelle ouais, qu'on s'était arrêté une fois en voiture au bord de la route. On avait acheté du miel qui était très très bon. ouais. Hmm. C'est vraiment un beau pays, ouais. Et ensuite, donc, tu es resté 6 mois dans les Carpates. Voilà, 6 mois donc dans ce monastère Hmm. qui est dans la partie nord de la Roumanie, c'est la région Maramureș, Hmm. et qui est très traditionnelle. Hmm. Et du coup, ça a été très intéressant pour moi de voir les gens qui coupent l'herbe à la faux, Et ça, parce que c'est dans toute la Roumanie ou seulement les Carpates? je pense que c'est dans les parties Partie reculée? ouais, loin des villes. Je pense que ça se passe encore comme ça, mais peut-être que c'est vraiment spécifique à cette région du nord qui est Maramureș. Je suis pas sûr. D'accord, d'accord, d'accord. Mais ils utilisent beaucoup le bois dans cette région, autant pour fabriquer leurs maisons. Ils font des grosses planches larges de 10 cm et ils empilent ces planches pour faire les murs.
Et le toit, lui aussi, est fait de petites planchettes qui sont imbriquées les unes par-dessus les autres. Et ils se servent aussi du bois pour le chauffage. Même pour prendre la douche. Je me rappelle d'une amie qui avait donc un réchaud pour l'eau. Donc sous ce réchaud, il y avait une petite trappe et il fallait remplir ce petit foyer de bois pour permettre à l'eau de chauffer avant de prendre la douche. Donc la vie est plus compliquée dans ces endroits qui sont loin des villes. Je vois, ouais. Et toi, tu as vu la campagne, mais sous d'autres climats. La campagne en Australie, mais après pas vraiment, parce que quand j'étais en Thaïlande, j'étais plutôt dans les villes. J'ai beaucoup passé de temps en ville, mais je pense que la vie est vraiment différente quand le climat est plus chaud. Je sais pas si la vie est plus facile, mais en tout cas elle est très différente. Il n'y a pas besoin de couper du bois, des montagnes de bois pour se chauffer l'hiver, pour faire chauffer l'eau pour la douche. Je pense que dans les endroits reculés où il fait beau, c'est quand même plus simple. Beaucoup plus simple. Ouais, c'est vrai. Il y a plus de fruits en toute saison. Oui, comme par exemple en Thaïlande, c'est très facile dans les campagnes de trouver des fruits à toute saison, alors que même ici en France, c'est assez compliqué. Donc j'imagine mes arrière-grands-parents, pour eux, l'hiver devait être assez difficile. Il fallait passer le printemps et l'été pour préparer l'hiver. Ouais. Ouais. Mais c'est une vie assez saine et agréable, je pense. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup fendre le bois. C'est quelque chose que j'aime parce que ma mère utilise encore comment on appelle ça? Un poêle à bois. Et donc de temps en temps, je lui fends du bois, je fais des petits morceaux de bois pour qu'elle puisse les utiliser pour le feu. Et le feu de bois est un feu très agréable pour chauffer une maison. Ça fait une chaleur douce. Ouais. Et c'est aussi hypnotique de regarder le feu. Oui. On peut rester. C'est un peu comme regarder la mer. Oui, ça détend de regarder les flammes. Je sais que même le chien de ma sœur, il se pose sur le fauteuil et regarde les flammes pendant de longues minutes. C'est assez marrant de le regarder. Il est hypnotisé par le mouvement des flammes. Je suis pas le seul, ça me rassure. Ouais, il a chaud, il est bien et il regarde le feu tranquillement. Et sinon, j'aurais voulu parler des manières, des règles de politesse en France, parce que beaucoup d'étrangers viennent en France et parfois on les entend dire que les Français sont assez durs avec eux. Et peut-être que parfois ils ne respectent pas certaines règles de politesse, mais ils ne s'en rendent pas compte. Est-ce que tu penses qu'il y a des règles de politesse spécifiques aux Français? Oui, il y a sûrement des différences avec d'autres pays. Après, je pense que le but de la politesse, c'est de ne pas incommoder l'autre. Donc, de faire remarquer à quelqu'un
qu'il ne respecte pas nos règles de politesse, c'est déjà impoli, je pense. Donc, mais je peux remarquer des différences. Par exemple, en Roumanie, je me rappelle qu'il est très impoli de siffler. Et en France, je crois qu'on m'avait jamais dit que siffler était une chose impolie. Donc, ouais, c'est intéressant. Et aussi, par exemple, les chaussures à l'intérieur. Dans beaucoup de pays, on ne met pas les chaussures à l'intérieur. Et je trouve que c'est une très bonne règle. Dans mon appartement, personne ne met les chaussures à l'intérieur. Ouais. Mais beaucoup de Français n'ont pas de problème avec marcher avec les chaussures dedans la maison. Donc voilà, il y a des façons de faire un peu. Oui, c'est ça. En Europe de l'Est, c'est généralement le cas. Ils ne mettent pas les chaussures à l'intérieur. Et après aussi, les Français sont très durs au niveau de la politesse, de par exemple dire bonjour ou excusez-moi, s'il vous plaît. Je me rappelle, j'étais en voyage à Cassis, dans le sud de la France, et dans mon hôtel, à la réception, il y avait 2 Coréennes qui demandaient quelque chose donc au réceptionniste. Et avant de demander, elles n'ont pas dit s'il vous plaît ou elles n'ont pas dit bonjour. Elles ont directement demandé ce qu'elles voulaient. Et le réceptionniste n'a pas voulu leur répondre. Il était vexé. Mais le problème, c'est qu'il ne se rend pas compte que ces 2 filles ne connaissent pas les règles de politesse française. Donc il ne s'est pas mis à leur place. Il n'a pas essayé de les comprendre. Il a simplement été vexé et un peu énervé. Donc des fois les Français ne se mettent pas à la place des autres. Oui, c'est une chose difficile à faire, j'imagine. Voilà. Mais il aurait pu comprendre que dans d'autres pays, les règles de courtoisie et de politesse sont différentes. Et pourtant, c'est un réceptionniste qui voit beaucoup d'étrangers, mais il n'a pas encore ouvert son esprit à ça. Ouais. Donc, ah oui, et donc voilà, si tu as des conseils pour les étrangers donc, qui viennent en France et qui veulent rencontrer du monde, qui veulent faire des amis, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Tu leur conseillerais d'abord d'aller en ville ou plutôt à la campagne, dans une petite ville ou... D'aller dans le sud de la France. Oui, c'est peut-être moi, même pour moi qui suis du sud de la France et qui maintenant vit dans le nord, je suis assez content. Les gens sont très gentils. Et j'ai parlé à une fille chinoise qui vit à Dunkerque, tout au nord de la France, et elle trouve aussi que les gens sont très gentils. Donc peut-être que le secret, c'est de ne pas aller à Paris. Peut-être. Bon, même si je pense qu'on peut trouver des amis partout, même si c'est plus facile quand on est jeune, parce que c'est à ce moment-là que on est prêt à investir beaucoup de son temps, on a plus de temps pour faire des nouvelles découvertes. Mais je pense que les gens sont de manière générale plus souriants et dans le sud de la France, ils sont plus ouverts. Pas plus ouvert. Plus positif, peut-être plus. Ouais, peut-être plus positif. Peut-être que c'est simplement parce qu'il y a plus de soleil. Mais dans le nord de la France, je ne connais pas le nord de la France. En tout cas, l'ouest, ça prend plus de temps de faire des amis, mais c'est pas impossible. Et je pense que c'est des amitiés qui valent aussi le coup. Voilà, donc il faut prendre le temps. Et c'est vrai que pour n'importe qui, même moi qui ai changé de ville l'an dernier,
même si je suis français, c'est pas facile d'arriver et de créer un groupe d'amis parce que les gens se connaissent depuis longtemps et c'est difficile de s'intégrer dans ça. Donc je pense que c'est pour tout le monde, étranger ou français, c'est un peu toujours le même problème, c'est que ça prend du temps et je pense que quand on est étranger, il faut essayer de faire des activités avec des Français, peut-être par exemple dans le sud, jouer à la pétanque. Le jeu est une bonne façon de faire des amis, de vrais amis peut-être, plus que de simplement sortir le soir, participer à des activités, voilà. Oui, c'est vrai que même de s'inscrire dans différents clubs ou associations, ça permet de rencontrer du monde, même si au départ ils sont obligés de passer du temps avec nous, mais je pense que c'est un très bon moyen, car on revoit les mêmes personnes plusieurs fois par semaine et on peut tomber sur quelqu'un qui peut devenir son ami. Voilà. Donc je pense qu'on va terminer cette conversation et on reviendra bientôt pour une autre. Salut. Allez, ciao. Ciao.